Merci de votre attention, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de cette édition. Campagne agricole 2013-2014, les cultures se comportent bien dans le Sénégal oriental. À Canel, de nouveaux périmètres sont aménagés grâce à un ouvrage hydro-agricole, tandis que le centre de triage de Diourbel permet de certifier des semences de qualité. Durant l'automne, les arbres changent de feuillage. Durant le ramadan, les filles changent de style vestimentaire au grand bonheur des tailleurs. Dans notre dossier ramadan, une famille indonésienne nous invite à rompre le jeûne. Dégustation tout à l'heure. Et puis, grand format, nous balade dans les rizières du Sud pour traiter de la problématique de la salinisation des vallées rizicoles. L'État tente de venir à bout de ce phénomène à suivre en fin de journal. Le chef de l'État a quitté Dakar aujourd'hui en début d'après-midi à destination de Ouagadougou. Macky Sall est l'hôte de son homologue burkinabé Blaise Compaoré. Une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le chef de l'État se rendra ensuite à Brazzaville à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso. En marge de cette visite, Macky Sall va participer au forum économique Force Afrique 2013. Le chef de l'État est attendu à Dakar mercredi prochain. Le Sénégal abrite le congrès mondial et panafricain francophone de chirurgie en décembre prochain. En prélude à cet événement qui entre dans le sillage du sommet de la francophonie, le chef de l'État a reçu le comité d'organisation de ce congrès. Le professeur Cheikh Tidiane Touré est le président du dit comité d'organisation. Écoutons-le au micro de Pabiram Ndiaye. Je suis venu voir le président en ma qualité de président du comité d'organisation du prochain congrès conjoint mondial et panafricain francophone de chirurgie qui aura lieu à Dakar du 4 au 6 décembre prochain, 2013. Je suis venu quand même voir le président Macky Sall pour annoncer ce congrès-là, pour dire quand même de sa signification et également parler du type d'organisation que nous voulons faire pour avoir un succès quand même convenable, éclatant même pour ce congrès-là. L'autre congrès, c'est le congrès mondial francophone de chirurgie, qui est un congrès de chirurgie viscérale, générale, et qui concerne tous les chirurgiens francophones du monde. Le principe de ce congrès-là, c'est de se réunir une fois l'année à Paris et l'année suivante dans un autre pays francophone. Et cette fois-ci, c'est le Sénégal qui a été choisi comme donc lieu, comme siège de ce congrès-là. Ce qu'on en attend, bien sûr, c'est une consolidation des liens donc, entre les différents scientifiques du monde francophone, mais surtout développer la coopération qui entre ces pays francophones-là. Pour nous, qui sommes déjà en fin de carrière, ça a été une réalité et un bénéfice, mais surtout pour les jeunes qui viennent. Je crois que c'est donc des voies à donc, promouvoir pour faciliter la formation. Venons-en à présent à notre dossier quotidien sur la campagne agricole. Dans l'est du Sénégal, les cultures se comportent bien. Cependant, dans certaines zones, le retard des pluies a causé quelques désagréments. Le retard aussi dans la distribution des intrants et dans la distribution de semences dans certains magasins. Pour autant, c'est sans grande incidence sur le déroulement des opérations. Faisons le point avec Eric Niemati. Dans le département de Tambacounda. Jusque-là, la localité a enregistré la plus forte pluviométrie de la région. Plus de 286 mm de pluie en 2 semaines. Sur ce périmètre rizicole de 36 hectares, les paysans sont déjà au travail. Ces hommes et femmes font partie de la Fédération des riziculteurs du fleuve Gambie, une association qui polarise plus de 35 villages. Nous avons exploité 20 hectares. Donc, dans le cadre de cette exploitation, on a pu sécuriser 10 tonnes qui ont suivi tout le processus de certification et le produit a été revendu aux producteurs pour satisfaire leurs besoins en semences. Toubafal, à un peu plus de 50 km de là. Ce champ d'arachide a né à sa première floraison, un cas isolé dans ce département de Tambacounda, qui connaît à l'image des autres départements de la région un retard de pluviométrie comparé à la même période l'année dernière.
Même en juin, les semis n'ont pas été réguliers à cause de cette pause pluviométrique. Et à l'heure actuelle, peu de départements ont atteint les 200 mm de pluie. Le maximum, c'est à Gouloumbou qui a un peu plus de 250. Sinon, tous les autres postes gravitent autour de 200 mm avec la grande majorité à 100 mm. Ça veut dire qu'il y a déjà un léger retard sur la pluviométrie. Toutefois, la distribution des semences s'effectue normalement, même si on constate une baisse des ventes de certaines spéculations dans des magasins de la région. Pour l'arachide, nous sommes à 90% de réception. Ça veut dire qu'on a encore même 2 points qui n'ont pas encore reçu avec la défaillance de l'opérateur. Sinon, tout le reste a reçu. Et je disais qu'on est à 90% de réception, 2800 et quelques tonnes sur les 3120 qu'on devrait recevoir. Ainsi, la préparation de l'hivernage se poursuit sur l'ensemble du territoire. À Tabanding, sur l'axe Tamba-Bakel, cette infrastructure agricole est déjà disponible pour favoriser l'irrigation des champs des cultivateurs de la localité. Le PAPIL a réalisé un ouvrage C en gradé. Donc l'objectif c'était de permettre aux producteurs de pouvoir en fait développer la riziculture en hivernage, mais aussi de faire le maraîchage en contre-saison. Donc là aussi ils peuvent profiter des retenues superficielles qui existent jusqu'au mois de février-mars. Mais aussi avec l'alimentation de la nappe, on a réalisé des puits aussi. Déjà on a fait un puits, on a déjà fait un autre puits pour permettre aussi le maraîchage de continu pour boucler en fait toute la saison sèche. Au total, ce sont plus de 17 ouvrages de ce type qui ont été mis en place par le PAPIL dans cette région de Tambacounda. Ils visent le développement de l'agriculture sous toutes ses formes. Dans le département de Kanel, des ouvrages hydro-agricoles ont été réalisés. De fait, de nouveaux périmètres ont été aménagés. Et grâce à la station de pompage de Bakel sur l'affluent du Loul, on va vers une maîtrise de l'eau. Mais la multiplication des semences de riz reste un défi à relever. Le reportage d'Aboubakar Khan. Pour accroître les surfaces aménagées dans la région de Matam, il faut d'abord une bonne maîtrise de l'eau. Dans le département de Kanel, cette station à cheval sur les communautés rurales de Orkadiéré et de Waoundé est construite pour une meilleure gestion des ressources en eau. Elle a une double fonction de rétention et de pompage. Avec la réalisation de cet ouvrage, dans le cadre du PGIR, OMVS, ça va nous permettre de rendre le Djoulol en permanence avec de l'eau. Ce qui va améliorer en tout cas les revenus des producteurs parce qu'ils ont la possibilité de faire l'hivernage et aussi une bonne campagne de contre-saison chaude. En période de décrue, on va fermer les vannes pour bloquer l'eau qui est contenue dans le Djoulol. Si les ressources en eau vont diminuer, ce qui va nous permettre de pomper à travers le fleuve Sénégal et d'alimenter le Djoulol. C'est l'affluent du Djoulol qui permet justement d'irriguer le casier rizicole en aval, polarisant les communes de Wounaré et de Sinthiou-Bambambé et la communauté rurale de Ndendori. Sur les 700 hectares disponibles, 450 sont aménagés, mais des contraintes subsistent. On n'a pas encore l'eau dans le Djoulol. L'eau commence à rentrer dans le Djoulol, comme vous voyez au niveau de l'ouvrage, mais ce n'est pas arrivé au niveau de Wounaré. On attend quand même, peut-être qu'on espère que dans la semaine, on aura de l'eau dans le Djoulol. On a commencé à avoir les eaux de ruissellement, mais l'eau de crue, l'eau du fleuve, n'est pas encore arrivée au niveau du Djoulol. Ça aussi, c'est une contrainte. Avec une superficie de 450 hectares, on n'a pas assez de tracteurs pour nous permettre quand même d'aller plus vite sur les travaux, sur les façons culturelles. Dans la région de Matam, la multiplication des semences est aussi un défi à relever. À Ndouloumadji Dembe, Haruna Soumaré a aménagé 30 hectares où 4 variétés de pré-base sont expérimentées. Avant, les producteurs se rendaient individuellement à Richard Toll pour acheter 1 ou 2 sacs de semences. Aujourd'hui, nous souhaitons disposer d'une trieuse pour alléger les charges des paysans qui sont déjà lourdes. Nous attendons donc beaucoup de l'État.
Pendant ce temps, dans le Djeri, les premières pluies sont enregistrées, les semences et les intrants bien réceptionnés. À Orkadiéré, la commission de distribution se félicite du bon déroulement des opérations. Cette année, quand même, on est content parce que c'est venu temps. Ça venait trop en retard, mais cette année, quand même, c'est venu un peu tôt, on est vraiment satisfait. Ce qui nous manque actuellement, c'est les maïs hybrides. On lance appel au gouvernement qui amène ça rapidement. Dans les départements de Matam et de Kanel, la mise en place des semences et des intrants se déroule bien. La mécanisation agricole devrait cependant suivre pour permettre au périmètre aménagé de produire les rendements escomptés pour cette. Des cultures qui se portent bien à l'Est, l'eau en passe d'être maîtrisée à Kanel augure de bonnes récoltes au moment où Diourbel est toute heureuse de sa station de conditionnement de semences d'espèces diverses. Ce centre de triage joue un grand rôle dans la certification et la mise à disposition de semences de qualité. Présentement, nombreux sont les agriculteurs qui s'y rendent pour authentifier leurs graines. René Massiga Diouf. Entre le mois d'avril et le début de l'hivernage comme maintenant, la station de conditionnement de Diourbel est le lieu de rendez-vous de plusieurs producteurs. Les ouvriers se relaient devant les camions pour charger ou décharger les spéculations. Du petit au grand producteur, pratiquement tous les acteurs de l'agriculture y passent pour un processus très sophistiqué de certification de leurs semences. Les machines fonctionnent comme aujourd'hui à plein régime. L'intérêt de ce centre, c'est d'avoir des semences de qualité. L'existence de la station, par ailleurs centre de triage, remonte à 1972. Elle accueille des producteurs de tout le Sénégal. 3 tuyaux font subir aux graines un processus complet de lessivage à l'issue duquel la bonne graine est différenciée des écarts. Son rôle est surtout de faire de telle sorte que les semences utilisées soient de qualité. Les semences de qualité constituent un facteur et ce facteur doit être un facteur privilégié pour l'accroissement de la production agricole. Des semences d'espèces diverses y sont revues avant d'être certifiées. Le traitement de l'avis du gérant prend très peu de temps. Comme annoncé dans les titres, les filles font leur mue. Durant le ramadan, elles changent totalement de look. Nouvelle coiffure, maquillage soft ou pas de blush tout court. Changement donc de port vestimentaire et deviennent plus pudiques. Une pudeur qui remplit les poches des vendeurs de tissus et autres tailleurs. Cependant, pendant ce temps plus tôt, c'est la période des vaches maigres chez les vendeurs de prêt-à-porter. Suivant ce propos, le reportage de Kaltom Gueye. Fini les tenues sexy le temps du mois béni, les filles optent pour les tenues plus indiquées pour le ramadan. Voile, brodé coton, khartoum, les tissus légers ont la cote au grand bonheur des commerçants. Pendant le mois de ramadan, les clientes viennent en masse. Elles préfèrent les tissus légers à cause de la chaleur. Actuellement, tout le monde se met en tenue décente. Et ça marche, machallah. Après l'achat de tissus, direction les ateliers de couture. Ils sont envoyés par les commandes, une situation qui est loin de déplaire aux tailleurs. Elles préfèrent le plus souvent les robes, les ensembles simples aux pagnes, en plus des voiles. Avec des tissus adaptés, évidemment, ça marche pour nous. On rend grâce à Dieu. Pendant le mois de Ramadan, le travail marche bien. Les modèles appelés près du corps sont plus prisés, puisqu'ils sont adaptés à tous les milieux. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si les commerçants et tailleurs se frottent les mains durant cette période, les vendeurs de prêt-à-porter, eux, peinent à s'en sortir. Pendant le Ramadan, sincèrement, le commerce ne marche plus comme avant, surtout les prêt-à-porter. Le marché pour le moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour le moment. Peut-être d'ici 15 jours, ça va marcher, Inch'Allah. Situation oblige, les vendeurs de prêt-à-porter aussi se mettent à l'heure du Ramadan. Les robes et jupes longues et autres tenues décentes ont pris la place des jeans, body et bas. Et même avec cela, le business marche au ralenti. Et le business, ça se passe plus ou moins parce que dans le mois de Ramadan, les jeunes filles ont tendance de changer leur tenue.
portent des tenues traditionnelles, raison pour laquelle on voit souvent des robes, des jupes longues, et vraiment des hauts qui descendent jusqu'aux fesses là, vraiment. Pourtant, Fatou Diagne fait le choix du prêt-à-porter au lieu d'acheter du tissu. On est obligé de porter des robes, des habits corrects. On est dans le mois de Ramadan, vous savez. On ne peut plus porter des jeans, des trucs trop collés dans notre corps. C'est ça qu'on ne veut pas, quoi. Il y a des jupes, il y a des hauts dessins, il y a des robes longues qui sont larges, qui sont correctes, qui peuvent aller partout. Le mois de Ramadan est l'occasion pour de nombreuses filles de changer de look. Un changement qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Arros sur le Dangal, ces tenues qui vous moulent le corps et vive le foulard et les tenues traditionnelles. Le Ramadan, vous le savez, est également un moment particulier pour les communautés étrangères vivant au Sénégal. La rédaction fait un zoom sur ces communautés étrangères durant ce mois béni. Notre reporter est allé à la rencontre des Indonésiens résidant à Dakar. Comment fait-on la rupture et comment vit-on le Ramadan loin des siens? Élément de réponse dans ce sujet concocté par Ourey Thiam. C'est le calme plat devant l'ambassade d'Indonésie à Dakar à quelques minutes de la rupture du jeûne, un calme qui contraste énormément avec l'animation à l'intérieur de la résidence de l'ambassadeur. À l'heure de la rupture du jeûne, grande sera la surprise d'un étranger chez les Indonésiens. Les dates sont presque ignorées. La star de leur table en ce mois béni de Ramadan, c'est la kolak. La kolak, c'est cette soupe de fruits composée de bananes et de patates douces agrémentée d'eau de coco. Notre principal aliment pour la rupture, c'est la kolak. La date n'est pas trop prisée chez nous. Ici, on mange la date, mais chez nous, ce n'est pas tous les jours la date comme ça. On mange comme le kolak. Tous ou presque rompent le jeûne avec cette soupe de banane pour ensuite déguster leur fish cake, des cakes à base de poisson et de maïzena, une tradition bien indonésienne. Ensuite, place à la prière en groupe avec des femmes portant des tenues typiquement style indonésien. Et c'est par la suite que le dîner sera proposé ici, chez les Indonésiens. Le riz blanc est dans toutes les assiettes, que ce soit avec du poisson, de la viande, des crevettes ou des pâtes. Il y a des légumes aussi, hein? Il y a de la soupe, par exemple, c'est un peu varié. La différence, c'est que nous mangeons beaucoup des légumes. Chaque tribu a leur propre dégustation ou bien genre de repas qu'on peut déguster. Voilà pourquoi ça dépend de chaque personne. La majorité, nous, on mange du riz, c'est ça, riz blanc, voilà. C'est comme le riz de Thaïlandais, comme ça, oui, c'est presque le même. Leur tradition culinaire, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Même à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine, ces Indonésiens résidant au Sénégal tiennent à leur culture et le Ramadan est une belle occasion de revisiter cette identité culturelle, aussi bien au plan culinaire, religieux ou social. Par exemple, pour la prière du soir, les Indonésiens font 11 rakats de nafila ou 23. Tout ce qui leur manque durant ce mois béni de Ramadan, ce sont les traditionnelles visites dans les cimetières, les feux d'artifice du mois de Ramadan à Jakarta ou les trop longues files d'embouteillage, sans oublier les vendeurs de mets qui descendent selon eux par centaines dans les rues de Jakarta pour écouler la nourriture. La nourriture, de bons plats. Voilà pourquoi Ourey Thiam est revenue toute heureuse de ce reportage. Et d'ailleurs, dans nos prochaines éditions, elle vous propose la rupture du jeûne chez les Djiboutiens. Karim Wade et ses avocats déboutés par la Cour de la CEDEAO qui s'est déclarée incompétente. L'arrêt de la Cour, je cite, nous donne entière satisfaction et nous réconforte dans notre détermination à lutter contre la délinquance financière. Voilà en substance la déclaration du ministre de la Justice. Aminata Touré était face à la presse cet après-midi parmi les journalistes. Maman Moussagna. Une vingtaine de minutes, c'est ce qu'a duré le face-à-face Aminata Touré et la presse. Le sourire aux lèvres, la ministre de la Justice garde des Sceaux est venue confirmer la satisfaction du gouvernement du Sénégal par rapport à la réponse de la Cour de justice de la CEDEAO interpellée par les avocats de Karim Wade. Ces derniers l'avaient saisi pour violation des droits de leurs clients. Un arrêt qui réconforte la ministre de la Justice. La Cour a clairement affirmé qu'elle ne comptait pas se substituer aux instances juridiques et judiciaires souveraines des États. Elle a également
déclaré que l'arrestation de M. Karim Wade n'était pas arbitraire, en tout cas n'était pas en violation de ses droits humains, puisque n'oublions pas que la Cour est compétente sur ces questions. Et évidemment, elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation de plusieurs centaines de milliards de nos francs. La ministre de la Justice est catégorique. La traque va se poursuivre. L'État est déterminé à lutter contre la haute délinquance financière et la malgouvernance. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption et la malgouvernance est devenue une exigence mondiale, une exigence nationale d'abord, mondiale, mais également sous-régionale, comme l'a montré l'arrêt de la CEDEAO. Se prononçant sur la grève des personnels de la justice, Aminata Touré a rappelé que la commission réfléchit sur des solutions de sortie de crise. La garde des Sceaux s'est ensuite retirée après avoir souhaité un bon ramadan à la presse. 26 élèves officiers de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès ont reçu leur épaulette hier. Les récipiendaires sont originaires de 9 pays. Cette 31e promotion porte le nom du lieutenant Maodo Dansokho, tombé les armes à la main lors d'une mission de sécurisation en zone militaire numéro 5. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie. On fait le point avec Moussa Mané. Nous, officiers de la promotion lieutenant Maodo Dansokho, jurons de servir la patrie avec valeur et loyauté. Au-delà du rituel et de la symbolique, cette cérémonie de remise d'épaulettes à la 31e promotion baptisée lieutenant Maodo Dansokho constitue un instant solennel. Ils sont 26 élèves à subir une formation qui leur a permis d'être aptes à rejoindre le corps des officiers pour servir avec honneur et fidélité dans la pure tradition des armées. Gardez à l'esprit que la discipline qui demeure la force principale des armées, la vôtre en premier, devra constituer un des principaux piliers de votre action. Pour mener vos hommes sur le chemin du devoir, instruisez-vous en permanence pour rester compétents. Instruisez vos hommes et ayez le souci de leur bien-être. Alors, ils contribueront pleinement au succès de la mission. Creuset d'excellence dans la formation, l'École nationale des officiers d'actifs a formé en 32 ans d'existence 739 officiers, dont 286 étrangers provenant de 10 pays. Des leaders qui ont servi ou continuent encore à servir leur nation. Ça me fait une grande fierté de retrouver cette place, cette école qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Avec fierté. Au sortir de l'école, ces officiers seront au contact des réalités de la vie quotidienne. Ils feront face à de nouveaux défis sécuritaires qui exigent des aptitudes tactiques et des capacités d'adaptation. Promotion lieutenant Maodo Dansokho, vous voici à présent sur la scène. À l'unisson de tous les membres des forces armées, vous serez le rempart protégeant vos concitoyens respectifs contre les graves dangers. Vous aiderez à instaurer une paix grâce à laquelle des millions de personnes de par le monde vivront dans la liberté et augmenteront leur prospérité. Ils s'acquitteront de leur mission avec le sens de la communication et de l'honneur, ce qui fera d'eux des modèles dans leur carrière d'officier. Ceci pour garder intacte la réputation des armées et le rayonnement de l'école. L'actualité dans le monde nous conduit aux États-Unis et en Russie, mais d'abord commençons par l'Irak où un attentat dans une mosquée sunnite a fait 24 morts. La douleur et l'incompréhension. Un kamikaze a attaqué une mosquée en Irak, un attentat qui a fait une vingtaine de morts et une quarantaine de blessés. Les fidèles de cette mosquée sunnite étaient en pleine prière. Ce genre de cible est de plus en plus fréquente en Irak. Les cérémonies des prières sont d'ailleurs écourtées pour réduire les risques d'attaque. Retour triomphal d'Alexeï Navalny à Moscou. L'opposant russe reste candidat à la mairie de la capitale. Il est en liberté surveillée, un répit justifié par les élections jusqu'à l'examen en appel de sa condamnation. Alexeï Navalny vient d'écoper de 5 ans de camp pour détournement de fonds. Sa condamnation a provoqué de vives manifestations en Russie.
Des mots personnels de Barack Obama. Une déclaration quelques jours après l'acquittement de George Zimmerman, l'homme qui a abattu Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans. Trayvon Martin aurait pu être moi il y a 35 ans. Il y a très peu d'hommes afro-américains qui n'ont pas vécu l'expérience d'être surveillés dans un grand magasin où ils faisaient leurs courses. Cela a été mon cas. Une affaire révélatrice de racisme pour la communauté afro-américaine. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes aux États-Unis, mais Barack Obama reste optimiste. Il voit en chaque génération des progrès dans les comportements. C'est la fin de leur calvaire. 4 hommes âgés étaient séquestrés depuis plusieurs années à Houston, aux États-Unis. Leur prison, cette maison. 3 femmes étaient également sur place. Tous auraient un profil fragile ou instable. Certains seraient même des SDF. Leur ravisseur les aurait attirés en leur proposant une bière ou une cigarette. Il a déjà été interpellé, mais de nombreuses questions doivent encore être élucidées. À Abuja, au Nigeria, vient de se tenir la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À l'issue des travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de confier au Sénégal l'organisation d'un sommet extraordinaire sur le tarif extérieur commun des APE au mois d'octobre prochain. Notre pays, qui garde le poste de commissaire chargé du développement social et du genre, est aussi attributaire d'un poste de juge à la cour de la CEDEAO. Le chef de l'État a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, suivant le commentaire de Pape Madi Diop. Cette 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été essentiellement consacrée aux prochaines élections présidentielles qui doivent se tenir au Mali le 28 juillet prochain et en Guinée-Bissau au mois de novembre. En plus de ces questions politiques, la paix, la sécurité, l'économie, les infrastructures et les institutions ont été évoquées par les chefs d'État ou leurs représentants. Nous avons abouti à des conclusions fortes qui, je l'espère, vont booster le processus d'intégration sous-régional entamé depuis la création de la CEDEAO en 1975. Ce sommet est un sommet décisif pour tout ce qui va se passer après pour l'avenir de la CEDEAO. Et nous avons noté un engagement politique fort, une volonté politique forte des chefs d'État et de gouvernement de lever tous les obstacles à l'avancée du processus d'intégration. À l'issue des travaux, la conférence des chefs d'État a décidé d'augmenter le nombre de commissaires de 9 à 15. Le Sénégal garde celui chargé des affaires sociales et du genre. Notre pays est aussi attributaire d'un poste de juge à la cour de la CEDEAO. Mankeur Ndiaye, qui a représenté le chef de l'État à cette conférence, s'est réjoui de la marque de confiance faite à notre pays par la CEDEAO et les chefs d'État des pays membres qui ont décidé de tenir à Dakar au mois d'octobre prochain un sommet extraordinaire dit sommet sur l'intégration qui doit discuter du tarif extérieur commun des APO. Son Excellence M. le Président Macky Sall, quand je lui ai rendu compte de tout cela, s'est proposé d'accueillir le sommet à Dakar et c'est à l'unanimité que les chefs d'État et de gouvernement présents à cette 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de tenir leur sommet extraordinaire à Dakar au mois d'octobre prochain. Les chefs d'État ont rendu hommage au président Blaise Compaoré du Burkina Faso, Goodluck Jonathan du Nigeria, Alpha Condé de la Guinée pour leurs efforts de médiation pour la résolution des crises dans la sous-région. Les chefs d'État ont adressé de vifs remerciements à la France, au Tchad, au Japon, à la Chine, à la Grande-Bretagne, aux Nations Unies, à l'Union africaine et à l'Union européenne qui ont contribué au retour de la paix et de l'unité au Mali. Le Sénégal dispose désormais d'un guide sectoriel d'autocontrôle pour le secteur de la pêche. Avec cet outil, la prévention des risques sanitaires sera renforcée pour toutes les filières. L'enjeu pour les pays ACP est d'offrir des produits de qualité aux consommateurs. Jules Diop. Le Sénégal est le seul pays à disposer de ce document, une première en Afrique. Il permet de contrôler la pêche au Sénégal. Aujourd'hui, les partenaires au développement, les producteurs et les exportateurs du secteur s'engagent à répondre aux exigences des consommateurs. Je vais tout de suite dire qu'il ne faut pas tout simplement limiter ce guide d'autocontrôle aux produits tout simplement d'exportation. Les Sénégalais aussi ont besoin de consommer des produits de qualité
au niveau halieutique. Donc ce guide-là vient à son heure. Maintenant, il va falloir mettre ça en application sur le terrain à travers des actions de vulgarisation auprès des petits producteurs, mais aussi à travers tout un travail des services de contrôle officiels qui vont devoir certifier que les produits sont effectivement des produits de qualité et sains. Le département de la pêche compte répondre aux normes des marchés en mettant en place un système de sécurité sanitaire. Ici, le secteur de la santé joue un rôle important. La pêche, par ce geste, même travaille pour le département de la santé. Vous savez que la prévention occupe un rôle essentiel dans la lutte contre la maladie. Pour éviter que la maladie survienne, la prévention joue un grand rôle. Souvent, quand on parle de normes et de contrôle de qualité, on passe simplement à l'exportation. Mais nous aussi, nationaux, nous avons besoin de qualité. C'est pourquoi je salue. Quand vous dites que vos compatriotes belges sont de plus en plus exigeants, je voudrais qu'il en soit, après de maintenant, des Sénégalais aussi, qui soient plus exigeants par rapport aux qualités, à la qualité des produits qu'on leur offre. Ce guide sectoriel d'autocontrôle de la pêche au Sénégal a été conçu par les différents acteurs. Ce document va permettre de soutenir les efforts jusque-là consentis dans le secteur, ceci dans le but de préserver et développer les exportations des produits de la pêche et en passant d'améliorer leur qualité sanitaire. À l'épreuve de l'acte 3 de la décentralisation, les élus locaux. Pour mieux répondre aux attentes des populations, la nouvelle réforme va renforcer le statut de l'élu local. En conclave pendant 2 jours, les élus locaux se sont imprégnés du nouveau dispositif mis en place. Abibou Mbaye. Même si l'État est en avance de 6 mois sur eux, les élus locaux veulent prendre le train de l'acte 3 de la décentralisation en marche. Ils sont présidents de régions, maires, présidents de communautés rurales à se pencher sur des questions comme la communalisation intégrale, la cohérence territoriale, ainsi que la création de nouveaux pôles de développement avec de nouvelles régions viables pour entrer de plein pied dans la phase 3 de la décentralisation. Cette 3e phase de la décentralisation devra se traduire, comme cela a été dit, par un basculement. C'est un mot que nous empruntons au CCT, Conseil des collectivités locales territoriales, et le Sénégal ne devrait pas être en reste compte tenu de l'avancée que nous avons déjà pu avoir au niveau de la sous-région. Les élus locaux ont tiré beaucoup d'enseignements des étapes précédentes et veulent passer le gap du débat de concept sur la décentralisation et la déconcentration pour parler du vrai développement à la base. C'est vrai, le débat a été agité, décentralisation, déconcentration. Nous pensons que les deux vont de pair. Et même si le Conseil des ministres a conclu un renforcement de la déconcentration, je pense que cela ne devrait pas nous inquiéter outre mesure. Il s'agit d'une autre phase parce que nous connaissons les insuffisances, les différentes politiques de décentralisation. Il s'agit aujourd'hui d'apporter des solutions. Nous basons sur cette volonté politique déjà affichée par M. le Président de la République pour véritablement territorialiser les politiques publiques. La dynamique semble enclenchée avec une prochaine descente à la base afin que ces nouvelles réformes apportées par l'acte 3 de la décentralisation ne soient pas une pilule amère à avaler par les populations. Éliminatoire du CHAN 2014, match retour Mauritanie-Sénégal ce samedi. Tout de suite, direction Nouakchott pour retrouver notre envoyé spécial Ibrahima Mboub. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aminata. Les gosses sont bien arrivés, sont-ils dans un bon état d'esprit? Le bus de l'équipe nationale locale Aminata vient de faire son entrée au stade olympique de Nouakchott. Ils sont là, les 21 joueurs convoqués par Demba Ramata Ndiaye, prêts à faire un grand match, prêts à décrocher cette 3e qualification du Sénégal au championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier prochain en Afrique du Sud. L'heure du match est prévue à quelle heure? Le match est prévu à 22h. Ramadan oblige. Ici, la rupture du jeûne est intervenue à 19h45 minutes, comme au Sénégal. Et en ce moment, le public mauritanien commence à venir en petit nombre et vous aurez dû
vous devez normalement en ce moment entendre en fond sonore l'ambiance qui prévaut en ce moment dans le stade olympique de Nouakchott Aminata. Alors, quel enjeu ce match, Ibrahima? C'est un match de qualification, aussi bien pour le Sénégal que pour la Mauritanie. C'est un match à élimination directe. Pour le Sénégal, l'équation est pour le moins assez compliquée, mais en cas de match nul, c'est le Sénégal qui passe. La Mauritanie, elle, est obligée de battre le Sénégal par au moins 2 buts d'écart pour décrocher une première qualification à une compétition continentale. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, vraiment, d'autant plus que les Lions locaux avaient difficilement battu leurs adversaires lors du match aller au Sénégal. J'imagine là qu'ils auront du pain sur la planche. Ils ont du pain chaud sur la planche à Minata. Vous l'avez dit, au match aller, le Sénégal était emprunté, l'équipe du Sénégal était hésitante, l'équipe du Sénégal n'était pas très bien inspirée. C'était dû peut-être à la pression et le poids du maillot national. Il a fallu un éclair de génie de Yannick Assir Gomis pour décanter la situation. Et ce soir, ici à Nouakchott, ça sera un autre match. Il faudra être costaud derrière, être percutant devant, être réaliste pour pouvoir décrocher cette victoire face à des Mauritaniens qui seront gonflés à bloc, parce que je vous le signale, le président Abdelaziz sera au stade avec tout son gouvernement pour pousser les Mourabitoun vers la victoire. C'est dire que ce sera un match âprement disputé entre Lions locaux du Sénégal et Mourabitoun de la Mauritanie. Alors, ils ont vraiment des supporters de taille. L'optimisme est de rigueur. Y a-t-il de nouveaux changements qui puissent nous permettre d'espérer remporter ce match, vraiment? L'optimisme est de rigueur. Les joueurs savent ce qui les attend ce soir. Mais pour le moment, on n'a pas la feuille du match parce que l'équipe mauritanienne n'est pas encore là. C'est seulement l'équipe sénégalaise qui est présente. Mais on s'attend quand même à des changements dans le 11 de départ du Sénégal. Parce qu'au sortir du match aller, il y avait beaucoup de critiques par rapport à ce 11 de départ, surtout au niveau de l'entre-jeu. On s'attend à des titularisations de certains joueurs à l'image de Aline Benitendeng qui avait fait une très bonne rentrée, également de Idriss Nia du Jaraaf de Dakar et de Emmanuel Gomis, le capitaine du Djambar de Saly. Merci beaucoup Ibrahima, bon match pour les Lions locaux et n'oubliez surtout pas de nous ramener des dates de la Mauritanie, c'est la requête du jour. Sport toujours, championnat d'Afrique de volleyball, le Sénégal a signé hier sa deuxième victoire en autant de sorties, 3-7-0 face à la Sierra Leone, des Lions qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Abdelaziz Bal. Face à la Sierra Leone, les Lions ont marqué leur territoire, le Sénégal remporte le premier set par 25-7. Le deuxième set est beaucoup plus rythmé avec une belle opposition des Sierra Leonaises. Le score dans ce deuxième set, 25-12 pour le Sénégal. Les protégés de Amadou Sène ont respecté les consignes. Le coach nous a dit de rester concentré et d'offrir un bon volet, de travailler le mental, c'est le plus important. L'objectif c'est de faire de plus en plus bien, chaque jour d'entamer chaque match, de l'entamer bien et de faire mieux qu'hier. Dans le troisième set, les Lions n'ont pas eu trop de difficultés. L'équipe de la Sierra Leone s'est relâchée. Le manque d'expérience est passé par là. Le Sénégal gagne le match par 3-7-0. C'est pas un match difficile. Je pense qu'il y a une jeune équipe de Sierra Leone qui s'est présentée. Elles apprennent petit à petit à entrer dans la compétition internationale. Après la Sierra Leone, les Lions pensent déjà à leur prochain adversaire, la Gambie. Nous, on vise la première place sur ce tournoi. On veut gagner la Gambie et on gagnera le Calvaire, Inch'Allah. Je ne dirais pas difficile, mais on va l'entamer comme les autres matchs pour mieux faire. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Cap-Vert a battu la Guinée par 3-7-0. À l'issue de ce tournoi, les 3 premières équipes vont obtenir leur ticket pour les éliminatoires des championnats du monde. Ces équipes qualifiées vont à leur tour rencontrer les 3 de la zone 1 pour un autre tournoi. Suivons les explications de Mbaye Dem. Il est le directeur technique national du volleyball. Chaque zone organise un premier tour. Et le premier tour qualifie pour chaque zone 3 équipes. Et les 3 équipes qualifiées de la zone, exemple la zone 2, plus
plus les 3 qualifiés de la zone 1 vont former une autre poule pour le deuxième tour. Et vont encore qualifier 3 équipes. Donc si le Sénégal ici se qualifie plus 2 autres équipes, elles vont rencontrer 3 équipes de la zone 1, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, la zone 1. Et donc elles vont faire. Et maintenant il y a un 3e tour qui va qualifier maintenant 2 équipes qui vont représenter l'Afrique pour le championnat du monde en 2014. Au niveau de Dakar, donc c'est un championnat, la Wabing. L'équipe classée première, l'équipe classée deuxième et l'équipe classée troisième sont qualifiées pour le deuxième tour. Maintenant c'est un nombre de points, donc chaque victoire égale à 2 points, une défaite égale à 0 points. Et pour finir, un grand format qui nous invite ce samedi dans les vallées rizicoles en Casamance. Elle souffre de la salinisation des terres. Pour juguler le mal, l'État introduit un résidu de phosphate naturel dans les surfaces affectées. Disponible à Thiès et à Matam, les producteurs ont dû apprendre à comprendre les mécanismes d'utilisation de ce produit-là. Si vous voulez savoir si l'expérience a réussi ou pas, je vous propose de suivre ce grand format. C'est une signature d'Ibrahima Diallo. Dans cette réserve, donc toute cette zone, cette bande, a été envahie par le sel. Donc depuis que nous avons perdu la mangrove ici au bord de ce fleuve, donc le sel a envahi toutes les réserves qui sont là. Face à la gravité du phénomène de la salinisation des vallées rizicoles en Casamance, les populations locales ont tenté plusieurs initiatives, entre autres des barrages, des digues et du reboisement. À ces actions mécaniques et biologiques appuyées par les pouvoirs publics dans le cadre de la relance des activités agricoles en Casamance, s'ajoute l'épandage du phosphogypse. Une nouvelle technique introduite dans cette partie sud du Sénégal par l'Institut national de pédologie. Le phosphogypse est un résidu du phosphate naturel, un produit disponible dans les régions de Thiès et de Matam. C'est un produit qui est très riche en calcium et qui est riche en soufre. Okay? Le produit étant riche en calcium et en soufre, appliqué sur le sol, il y a un dialogue entre le produit et le sol. À savoir le sol, donne-moi ton sel, je te donne mon calcium. Et le sel, maintenant, il est évacué par le biais des eaux d'irrigation vers le fleuve. Le produit-là, nous, on le recommande à une dose de 1 tonne à l'hectare, tous les 4 ans. Donc, un producteur qui appliquerait ce produit à la dose de 1 tonne à l'hectare peut rester pendant 4 ans sans appliquer ce produit. Pour mieux vulgariser cette nouvelle technique, l'INP a développé une approche participative. À travers la formation par l'action, les populations bénéficiaires cherchent à comprendre le produit, ses mécanismes d'action, son application, le respect des doses indiquées et des itinéraires techniques. Autant de notions qui concourent à la réussite du phosphogypse. Pour épandre le produit, il faut soit le mélanger avec du sable ou bien avec de l'herbe sèche mélangée avec de l'eau. C'est après qu'on retourne le produit au sol pour son enfouissement. C'est 8 femmes du comité de vallée qui ont bénéficié de la formation, mais il y en a d'autres qui en ont bénéficié parce qu'après nous l'avions démultiplié. Dans la joie de cultiver le riz en abondance, les producteurs de Birou et de Medina Boudjalabou dans les communautés rurales respectives de Bona et de Enampor mesurent l'impact du phosphogypse. Aujourd'hui, nous constatons qu'une grande partie des terres cultivables ont été vraiment utilisées en utilisant au moins la poudre, le phosphocide qu'on utilise au niveau des parcelles. Vous voyez, il n'y a plus de mauvaises herbes et le sel s'est retiré des parcelles. À cette période de l'année, on ne pouvait pas voir des vaches paître sur place. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités pour élargir cette initiative sur toute la Casamance. Mieux encore, tous les producteurs bénéficiaires ont vu leur rendement considérablement amélioré. Cela fait une dizaine d'années que je n'ai pas eu un tel rendement. Dans toutes les maisons de ce village, nous avons des greniers remplis de riz. Et c'est vraiment grâce au phosphogypse. Tout le riz que vous voyez derrière moi m'appartient. C'est grâce au phosphogypse.
Vraiment, nous remercions l'INP qui nous a transféré cette technologie. Après l'épandage du phosphogypse sur les sols salés, les producteurs retournent la terre pour l'enfouissement du produit. Un système qui requiert des machines adaptées. D'où l'urgence pour l'État d'accélérer son programme de mécanisation. En perspective, nous sommes rassurés parce que le gouvernement du Sénégal, dans sa volonté politique de rehausser la mécanisation du monde rural, nous pensons que c'est une technique qui peut valablement augmenter la production du riz si ces machines-là sont bien diffusées dans le monde rural. Malgré son efficacité et son applicabilité, l'utilisation du phosphogypse pose problème. Des contraintes liées à sa disponibilité en permanence. Face au défi de la sécurité alimentaire, l'utilisation du phosphogypse s'avère être un moyen efficace pour récupérer les terres cultivables salées. Sa généralisation sur toute la Casamance pourra accélérer les objectifs de l'État du Sénégal pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Belles chansons, belles images pour mettre fin à cette édition. Où que vous soyez dans le monde, toute l'équipe qui l'a préparée, coordonnée et réalisée vous remercie de votre attention. À demain.